La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Avant de donner la parole à la première oratrice, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, quelques mots au sujet des questions écrites. À ce jour, sur 12 105 questions écrites déposées, 7 408 ont d'ores et déjà obtenu la réponse du ministère concerné. Je me réjouis que près de la moitié de ces réponses aient été communiquées dans un délai de 2 mois, ce qui constitue un bon rythme. Pour autant, plus de 4 000 questions sont en attente de réponse. Monsieur le Premier ministre, connaissant votre attachement au Parlement, je ne doute pas que vous aurez à cœur de veiller à ce que le rythme de leur traitement puisse s'accélérer. L'ensemble des députés de cet hémicycle vous en sera très reconnaissant et par avance, je vous en remercie. La parole est à Madame Aude Luquet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Le Président de la République a présenté mercredi dernier la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. De nombreuses mesures fortes ont été annoncées et un accent particulier a été mis sur la prévention de la précarité en faveur des plus jeunes pour les protéger de l'exclusion. En effet, il faut rappeler qu'un sans-abri sur 4 serait passé par l'aide sociale à l'enfance. Or, si le renforcement de la prévention de la précarité chez les jeunes est indispensable, il convient de ne pas oublier les milliers de femmes et d'hommes qui dorment aujourd'hui dans la rue. Selon différentes études, certainement sous-estimées, ils sont près de 150 000 en France et plus de 3 500 à Paris. En 10 ans, le nombre de sans-abri a augmenté de plus de 50% et 2 000 d'entre eux meurent chaque année avec une espérance de vie moyenne de 49 ans. Qui peut accepter cette situation indigne de la 5e puissance économique mondiale ? Aujourd'hui, de nombreux acteurs partagent le même constat alarmant. Le nombre de personnes demandant à bénéficier d'une place en hébergement d'urgence n'a jamais été aussi important. Face à cela, l'annonce par le ministère du Logement d'une baisse de 57 millions d'euros sur 4 ans des crédits alloués aux centres d'hébergement de réinsertion sociale suscite des inquiétudes, ces centres proposant un véritable accompagnement social vers le logement. En effet, on ne peut se contenter, comme l'ont fait les gouvernements qui nous ont précédés, de mettre les sans-abri sans domicile fixe à l'abri l'hiver et les remettre à la rue le reste de l'année sans les accompagner dans un parcours de reconstruction qui puisse leur permettre d'en sortir durablement. Ma question est donc la suivante. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour que la promesse tant de fois faite en vain ces dernières années que plus aucune personne ne dorme dans la rue soit tenue et pour donner à ces femmes et à ces hommes une chance de retrouver une place digne dans notre société? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aude Luquet. Je voudrais tout d'abord rappeler ce que nous avons fait ces derniers mois dans le domaine de l'hébergement d'urgence. Jamais, jusqu'à ce jour, un effort aussi important n'avait été accompli. Entre le PLF 2017 et le PLF 2018, c'est une augmentation de 11%. Nous avons aussi lancé en septembre dernier la politique du logement d'abord, qui a été saluée sur tous les bancs, ici et aussi au niveau des associations, et qui se décline de manière tout à fait positive ces derniers mois. Ceci étant, le dossier est toujours difficile, très difficile, puisque c'est un sujet sur lequel l'impact aussi de la migration est quelque chose d'important. Mais je tiens à rappeler que nous avons aujourd'hui ouvert en février 153 000 places. Et que nous avons pérennisé 5 000 places supplémentaires. Ce qui veut dire aujourd'hui concrètement qu'il y a 136 000 places, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme Limoges, qui sont financées chaque jour par l'État et que nous avons là-dessus un budget de 2 milliards d'euros. Les sujets, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais cet hiver, avec le secrétaire d'État Julien Denormandie, nous avons veillé avec des visioconférences chaque semaine avec les 13 préfets de région, à ce que les enfants ne soient pas dans la rue, à ce que de manière privilégiée, nous n'ayons pas de famille dans la rue. Le sujet existe toujours et je dois dire que nous travaillons de concert avec les collectivités locales et que nous participerons dans les mois qui viennent aux Nuits de la Solidarité parce que c'est un effort commun qui nécessite l'alliance des collectivités locales et de l'État. C'est en ce sens que nous travaillons.
Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est votre première séance et donc je tenais au nom du groupe Les Républicains vous féliciter pour votre élection à la présidence de notre Assemblée et vous demander de travailler ardemment au renforcement de notre institution. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Emmanuel Macron est aux commandes du pays depuis 1 an et demi et le pouvoir d'achat des Français ne cesse de reculer. Avec vous, tout coûte de plus en plus cher. Se déplacer pour commencer. La ministre des Transports a confirmé ce lundi une nouvelle hausse du prix des carburants de 7 centimes pour le diesel et de 4 centimes pour l'essence. Avec votre politique, la dépense annuelle de carburant par foyer va donc augmenter de près de 400 € par an jusqu'en 2022. Se déplacer, se chauffer aussi. Le prix du fioul domestique a fait un bond de près de 26% en 1 an et celui du gaz a augmenté de 7,45% au 1er juillet. Pour un ménage moyen se chauffant au gaz, cette hausse se traduira par un surcoût d'environ 100 € par an sur sa facture. Se déplacer, se chauffer, mais aussi vivre dignement. Les retraités, les familles, les jeunes en savent quelque chose, eux que le gouvernement malmène en jouant de façon cynique sur l'inflation et en rognant sur la revalorisation du montant des pensions, des allocations familiales et de l'APL. Le pouvoir d'achat a reculé de 0,6% au premier trimestre et visiblement ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les annonces récentes sur la redevance audiovisuelle et sur les droits de succession laissent en effet craindre leur pire. Alors j'ai 2 questions à vous poser, Monsieur le Premier ministre. 1. Quand allez-vous cesser de faire les poches des Français plutôt que de mettre fin au gaspillage de l'argent public ? 2. Quand allez-vous enfin traverser la rue pour écouter les Français, diminuer les impôts et leur rendre leur argent ? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Fasquelle, votre question avait bien commencé. Vous avez eu raison de féliciter le président Ferrand pour son élection à la présidence de notre Assemblée. Votre question avait pratiquement bien continué, à quelques approximations près, quelques oublis près, notamment le fait que c'est ce gouvernement qui, en matière énergétique, fait en sorte de généraliser le chèque énergie qui bénéficie à 3 600 000 Français pour un montant moyen de 150 € de façon à accompagner ceux qui sont les plus fragiles face aux conséquences de la transition énergétique que chacun sur nos bancs appelle de nos voeux. Votre question, monsieur le député, portait un risque en elle, un seul, le fait qu'il n'y ait pas de session extraordinaire. Parce que s'il n'y avait pas eu de session extraordinaire, vous n'auriez pas pu la poser. Vous n'auriez pas pu la poser puisque vous auriez été confronté à l'augmentation de la prime d'activité de 20 € par mois. Vous auriez été confronté à la baisse de 30% de la taxe d'habitation. Vous auriez été confronté aussi à la diminution des cotisations salariales qui va se traduire par un gain net pour l'ensemble des salariés du pays. Monsieur le député Fasquelle, en matière de pouvoir d'achat, nous agissons, nous travaillons, nous le faisons en cohérence. Et je puis vous assurer, monsieur le député Fasquelle, qu'il vaut mieux mener la politique que nous menons plutôt que mener la politique que vous avez défendue, celle qui consistait à supprimer 500 000 fonctionnaires, celle qui consistait à diminuer les dotations des collectivités locales, celle qui consistait à augmenter la TVA de 2 points, soit 13 milliards d'euros sur les ménages. C'est ce que vous avez défendu dans votre programme pour l'élection présidentielle et dans votre programme pour l'élection législative. C'est ce dont vous êtes comptable et nous sommes fiers de mener une politique aux antipodes de ce que vous vouliez faire. La parole est à Monsieur le Président Gilles Legendre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier, le président Emmanuel Macron appelait à la mobilisation nationale contre la pauvreté en annonçant un plan unanimement salué par les associations. Ce matin même, le chef de l'État présentait « Ma santé 2022 », la stratégie de votre gouvernement pour transformer notre système de santé. Depuis l'été, les commentateurs veulent voir dans ces 2 plans la preuve de ce qu'ils appellent un tournant social. Notre groupe se réjouit de l'ambition qui a présidé à l'élaboration de ces 2 plans. Pour autant,
la majorité élue en 2017 n'a jamais considéré que la politique mise en œuvre depuis cette date ne visait un autre objectif que la justice sociale. Lutter contre le chômage en accompagnant la croissance des PME, c'est de la justice sociale. Développer l'apprentissage et la formation professionnelle, c'est de la justice sociale. Augmenter le pouvoir d'achat des salariés, c'est de la justice sociale. Mettre fin à la taxe d'habitation, c'est de la justice sociale. Dédoubler les classes de CP et de CE1, c'est de la justice sociale. Dédoubler les classes de CP, lancer l'expérimentation des emplois francs, c'est de la justice sociale. Le reste à charge sur les lunettes et les prothèses, c'est de la justice sociale. Monsieur le Premier ministre, le logiciel français est en panne depuis des décennies parce qu'il n'arrive plus à connecter la création des richesses et leur redistribution. Moyennant quoi nous avons laissé la grande pauvreté, fille en ligne directe du chômage de masse, prospérer dans notre pays et de plus en plus de nos compatriotes privés d'accès à un système de santé par ailleurs excellent. Pour corriger ce logiciel, les Français ont besoin d'actes. Votre gouvernement n'en est pas avare, mais aussi de sens. Qu'avez-vous à leur dire? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Legendre, permettez-moi, avant de répondre à la question que vous posez, de vous féliciter pour cette élection, de saluer le processus qui vous a conduit à la tête du groupe La République En Marche et de vous dire la confiance du gouvernement dans la capacité que nous avons à travailler avec les deux groupes de la majorité et singulièrement, bien entendu, celui que vous présidez. Monsieur le Président, vous m'interrogez sur le sens, vous m'interrogez sur la logique qui conduit l'action du gouvernement. Cette logique est simple. Il s'agit de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français en 2017. Il s'agit de faire en sorte de mettre en place, de transformer notre pays pour que nous puissions construire ensemble une société fondée sur l'idée constante d'émancipation des individus et de solidarité réelle. Émanciper dès que l'on peut, construire des solidarités réelles. Monsieur le Président, des solidarités réelles, ça ne sont pas simplement des droits qui seraient déclarés ou des allocations qui seraient distribuées, c'est faire en sorte que les mécanismes que nous mettons en place soient véritablement efficaces. Émanciper, créer des solidarités réelles, garantir la cohésion de la nation. C'est ce qui, depuis le début, depuis la nomination de ce gouvernement et jusqu'au bout, animera notre action. La volonté de permettre à nos concitoyens de faire des choix éclairés. Dès le moment de l'accès à l'enseignement supérieur avec la réforme Parcoursup, dès le moment du choix d'une orientation à l'école entre l'apprentissage ou un autre type de formation que l'apprentissage. C'est une politique fondée sur l'idée simple et parfois contestée qu'en toute matière, le travail doit payer. Nous voulons faire en sorte que le retour à l'activité, que l'activité soit toujours privilégiée par rapport à la non-activité. C'est la raison pour laquelle nous avons, l'année dernière, avec le soutien de cette majorité, fait basculer, non pas enrichi l'État, entre guillemets, mais fait basculer des baisses et des suppressions de cotisations sociales et de cotisations salariales vers une augmentation de la CSG. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place, dès 2019, vous verrez, monsieur le député, si vous écoutez avec attention, et compte tenu de votre immense connaissance, vous allez comprendre. J'en suis sûr. Je vous fais confiance, monsieur le député. Et je vous fais même confiance, monsieur le député, pour dépasser les propos de tribune et ouvrir sérieusement le débat sur, par exemple, cette mesure sur les heures supplémentaires, qui va permettre quoi? Qui va permettre à tous les Français qui travaillent, de voir leurs revenus augmenter grâce aux heures supplémentaires. Et je me réjouis de votre enthousiasme. Le travail doit payer. Les solidarités réelles doivent être mises en œuvre. Elles doivent être mises en œuvre. C'est l'objectif. Chers collègues. C'est l'objectif, Monsieur le Président, du plan de lutte contre la pauvreté qui a été présenté par le Président de la République.
qui prévoit justement des mécanismes qui favorisent le retour à l'activité, qui prévoit une aide beaucoup plus intense vers les publics beaucoup plus fragiles, qu'on doit déceler et accompagner, pas simplement donner des droits, pas simplement accompagner financièrement, mais accompagner humainement, parce que l'on sait que c'est là que se joue et que c'est là que se gagne le combat contre la pauvreté. Au total, Monsieur le Président, quels que soient les cris, quel que soit le bruit médiatique qui peut entourer l'action du gouvernement, notre résolution est entière. Nous voulons faire en sorte de construire cette société émancipée, faite de solidarité réelle, faite d'une véritable cohésion et unité nationale. C'est un merveilleux défi et je peux comprendre, parce que c'est évidemment le jeu du débat public, que nous nous opposions sur telle ou telle mesure, que nous contestions telle ou telle mesure, tel rythme, tel moyen. Mais la vérité, Monsieur le Président, c'est que nous sommes tous ici d'accord pour dire que la France se portera mieux si elle va dans cette direction. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, mon cher Président. Au nom des députés du groupe UDI, Agir indépendant, naturellement, je vous félicite pour votre élection à la présidence de l'Assemblée nationale. En quelque sorte, c'est un Breton du Finistère qui succède à un Breton de Loire-Atlantique à la présidence de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre de l'Agriculture, samedi matin, nous venons de voter la loi consécutive aux États généraux de l'alimentation. Et il y a un sujet qui cristallise l'opinion et il subsiste une incompréhension quant à la fin du glyphosate, de l'utilisation du glyphosate en France, mais aussi en Europe. Je ne connais pas un député sur ces bancs qui s'oppose à la fin de l'utilisation du glyphosate. Nous sommes tous d'accord sur cet objectif. Et je ne connais pas un agriculteur en France qui utilise le glyphosate par plaisir. Il faut le rappeler. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le président de la République a fixé l'objectif de 3 ans pour sortir de l'utilisation du glyphosate. Et vous avez vous-même défini une méthode, réunir tous les acteurs pour cesser l'usage de ce produit. Et c'est pour cette raison que la majorité des députés présents n'ont pas inscrit cette disposition dans la loi qui est aujourd'hui discutée et qui a été votée samedi matin. Monsieur le ministre de l'Agriculture, pouvez-vous rappeler la méthode et la feuille de route qui est la vôtre afin de cesser l'usage du glyphosate en France et en Europe dans les meilleurs délais? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les députés, d'abord, je voudrais saluer tous les députés qui m'ont accompagné jusqu'à 5 h du matin au moment où nous avons voté le projet de loi Egalim. Je voudrais également dire tout mon soutien aux députés qui sont injustement insultés, bafoués, caricaturés sur les réseaux sociaux et leur dire qu'ils ont eu raison de faire le choix qu'ils ont fait samedi matin. Monsieur le député, vous m'interrogez sur ce que nous avons fait pour sortir du glyphosate dans les 3 ans et respecter ainsi la volonté du Président de la République. Le 22 juin dernier, nous avons créé la Task Force avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Agriculture. Cette Task Force, les premières réunions ont déjà eu lieu. Nous allons travailler, mobiliser la recherche, l'innovation, l'IRSTEA, l'INRA, l'ACTA qui sont déjà rassemblés pour trouver les alternatives au glyphosate. Ces alternatives, elles existent déjà et nous allons les programmer pour faire en sorte qu'il existe dans cette banque de solutions que nous appelons de nos vœux pour les diffuser de manière très large sur le territoire, diffuser les bonnes pratiques et faire en sorte que tous les agriculteurs puissent les utiliser. Nous avons répertorié, vous le savez, les types d'agriculture où aujourd'hui nous n'avons pas de solution de remplacement. C'est l'agriculture de conservation, c'est l'agriculture de terrasse et c'est l'agriculture de transformation des fruits et légumes. Mais là aussi, comptez sur notre détermination pour faire en sorte que nous puissions, dans ces délais, en mobilisant tous les acteurs, trouver les résultats et trouver les produits qui nous permettront de
remplacer le glyphosate et répondre à la demande du président de la République. Nous réfléchissons à un mode de diffusion et des voies de communication auprès des professionnels et nous passerons par une mobilisation importante auprès des préfets. Monsieur le ministre. Et pourquoi nous avons choisi... Monsieur le ministre. Pardon. La parole est à monsieur Guillaume Gouffier-Cha. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues Bérengère Abba et Mathieu Orphelin. Monsieur le Premier ministre, la transition écologique et énergétique est l'une de nos grandes priorités. Cela implique que nous changions nos modes de vie. Nous allons devoir consommer autrement, construire, produire, nous déplacer autrement. Il n'est pas forcément évident de voir quelles actions quotidiennes pourraient contribuer à cette transition. Concrètement, que pouvons-nous faire à notre niveau? La réalité, c'est qu'une chose aussi simple que se déplacer à vélo y contribue. Ce mode de déplacement ne présente que des bénéfices. Il est simple d'utilisation, peu onéreux, rapide, pratique, en phase avec notre époque, s'adressant à tous et toutes, sans distinction sociale ou géographique, est bon pour la santé. Le développement du vélo pourrait nous permettre de réaliser jusqu'à 5 milliards d'euros d'économies en matière de santé. Pourtant, aucune aide financière ne favorise le vélo par rapport à la voiture, alors que cela existe pour les transports en commun. Pourtant, le nombre de vols de vélos est particulièrement élevé. Et pourtant, dans ma circonscription, devant les lycées, trop peu de vélos sont stationnés. Des freins à son développement subsistent, à commencer par les itinéraires cyclables qui ne sont pas toujours continus d'une commune à l'autre. Sans parler du franchissement des grandes infrastructures, sans parler de la sécurisation des parcours et des parkings. Aujourd'hui, moins de 3% des déplacements se font à vélo, quand la moyenne en Europe est de plus du double. Alors que 58% des déplacements de moins de 1 km se font en voiture, autant dire que la marge de progression est énorme. Aussi, Monsieur le Premier ministre, après des années d'attente, vendredi dernier, accompagné du ministre d'État François de Rugy et de la ministre Elisabeth Borne, vous avez présenté un plan vélo pour tripler les déplacements à vélo en 6 ans. Aussi, les 25 mesures de ce plan vont-elles nous permettre de changer de braquet et vont-elles permettre de lever les freins existants pour faciliter, développer et sécuriser la pratique du vélo comme moyen de déplacement du quotidien? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gouffier-Cha, je tiens à saluer non seulement votre question, mais votre engagement sur ce sujet avec d'autres députés. Vous étiez présent d'ailleurs avec Mathieu Orphelin, avec Bérengère Abba, à la présentation du plan vélo qui a été faite par le Premier ministre à Angers vendredi dernier. Vous avez raison de souligner à la fois les opportunités de ce mode de déplacement, qui peut être un mode de déplacement du quotidien. On pense beaucoup au centre-ville, mais en réalité, c'est valable aussi dans les quartiers périphériques, dans les communes périurbaines, comme on dit souvent, et dans les villes moyennes, puisqu'évidemment, ce sont plutôt les petites distances ou les distances moyennes. Ce plan vélo permet de répondre à un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui freinent l'usage de ce mode de déplacement. C'est tout d'abord 350 millions d'euros qui, sur 7 ans, vont être débloqués par l'État pour aider les collectivités locales, où qu'elles soient, partout en France, pour traiter des points noirs qui rendent la circulation des vélos dangereuse. C'est l'adaptation du code de la route, parce que le code de la route a été fait à une époque où la voiture était dominante, et donc il y a les doubles sens cyclables, là où il y a des sens uniques de circulation, ou ce genre d'aménagement, les protections au feu, qui sont inscrites dans le code de la route. C'est aussi la formation pour les jeunes, pour que tous les enfants qui arrivent en 6e sachent rouler à vélo comme ils doivent savoir nager. C'est une question de bon sens. C'est enfin le forfait mobilité dont vous avez parlé pour les employeurs de toutes les entreprises de France, quelle que soit leur taille, une franchise fiscale et sociale jusqu'à 400 €. Le salarié pourra demander à bénéficier de ce forfait comme il peut demander à bénéficier du remboursement des transports en commun et l'État le fera de façon exemplaire pour les fonctionnaires. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Georges Pau-Langevin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur le ministre, vous avez confirmé hier matin que 1800 postes allaient être supprimés dans l'éducation nationale en 2019. Ce chiffre représente 40% des suppressions de postes de fonctionnaires annoncées
alors que l'éducation nationale avait été présentée comme une priorité par ce gouvernement et à ce titre devait être préservée. L'émotion est donc réelle. Par pure idéologie comptable, vous appliquez à l'enseignement une purge qui rappelle celle pratiquée durant les années Sarkozy, avec les dégâts que l'on sait. Cette décision compromet le redressement de l'école initié en 2012 grâce à un grand plan de recrutement et de formation des enseignants, alors que 40 000 élèves de plus sont attendus. Monsieur le ministre, vous insistez beaucoup sur le dédoublement des classes de CP et CE1, mais moins sur le fait que le plus souvent, les académies procèdent par redéploiement, donc piochent dans le dispositif plus de maîtres que de classes, et maintenant en diminuant les effectifs d'enseignants dans le secondaire. Certes, nous approuvons la priorité au primaire, mais pas au prix de classes surchargées et d'élèves moins encadrés. D'autant que le nombre d'élèves par professeur et par classe n'est déjà pas terrible en France par rapport à la moyenne de l'OCDE. Nous avons, en plus, dans les établissements, moins de présence adulte avec la diminution confirmée des contrats aidés. Face à la violence engendrée par la misère sociale et l'échec scolaire, il est au contraire urgent de renforcer les équipes éducatives, notamment dans les établissements accueillant des jeunes en difficulté. Monsieur le ministre, que répondez-vous à tous ceux qui vous disent que trop c'est trop? Comment allez-vous rectifier le tir face à ce très mauvais signal envoyé à la jeunesse de notre pays? Merci. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Paul Langevin, je vous prie d'excuser le ministre de l'Éducation nationale qui lance cet après-midi avec Geneviève Darrieussecq les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale à Clermont-Ferrand, ce qui explique son absence parmi nous. En 2019, le budget de l'éducation nationale va augmenter de 850 millions d'euros. C'est une augmentation importante dans un contexte général de maîtrise des dépenses publiques. Dans une institution qui emploie plus d'1 million de professeurs, de personnes, le nombre de postes dans l'éducation nationale va baisser de 1800, soit moins de 0,2% des emplois. Et seul le second degré et les services administratifs sont concernés par cette baisse. Cela sera, je veux le rappeler, sans incidence sur le volume d'enseignement grâce à un recours accru aux heures supplémentaires. Et je veux le rappeler également, l'éducation, vous le savez depuis le premier jour que nous avons des débats ici dans cet hémicycle, depuis le premier jour de ce quinquennat, l'éducation est au cœur de la politique du gouvernement. Vous l'avez rappelé, et d'ailleurs, nombre sur les bancs du Parti socialiste ont écrit dans des motions pendant des années que le dédoublement des classes de CP et de CE1 dès le plus jeune âge était une bonne chose. Vous avez, dans le quinquennat précédent, procédé à beaucoup d'embauches de professeurs. Que n'avez-vous fait? La division par 2 du nombre d'élèves dans les classes, dans les quartiers les plus populaires de notre pays. C'est là que se creusent les inégalités. C'est là que les inégalités de destin se sont forgées dans la République depuis des générations. C'est le combat que nous portons. Et nous portons également un autre combat important, celui de la revalorisation et de l'augmentation du pouvoir d'achat des professeurs. C'est bien d'avoir des professeurs, mais c'est bien aussi de reconnaître le travail qui est le leur en les payant mieux. C'est le travail qui a été engagé courageusement par Jean-Michel Blanquer depuis plus d'un an. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Sacha Houlié. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous saluer aussi votre élection, puisque de premier marcheur, vous êtes passé de premier des députés, et c'est là une qualité que je vous reconnais. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, que je remercie également, puisqu'elle a lancé le 3 septembre dernier la rentrée de l'apprentissage à Poitiers en visitant 2 CFA, et pour promouvoir des dispositions d'une loi qui nous est chère, qui est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce texte que nous avons porté devant différents CFA, je l'ai dit à Poitiers, mais au travers toute la France, puisque vous l'avez traversé la première semaine de septembre, permet de mieux rémunérer les apprentis, permet de passer le permis de conduire, permet encore d'avoir moins de tracasseries administratives, permet toujours de pouvoir financer des contrats, et c'est là un pas vers un élément essentiel de notre programme, le travail. Le travail, le travail. Vous leur avez dit à ces apprentis que l'État les reconnaissait parce qu'ils étaient une voie d'excellence,
et parce que c'est ce que nous voulions promouvoir. Vous leur avez dit que si ce n'est pas leur premier choix, parfois parce qu'ils ne l'ont pas connu lors de l'orientation scolaire, eh bien c'est une belle voie. Vous leur avez dit aussi, parce que vous les avez rencontrés au chef d'entreprise, que vous connaissiez les difficultés, celles qui font que l'offre aujourd'hui ne rencontre pas la demande, et que ce n'est pas une polémique, ce n'est pas du bruit qui font que les gens trouvent du travail, c'est notre action résolue tous les jours. Et notre action, c'est un pas, c'est le premier pas que je viens de citer, c'est la loi sur l'avenir professionnel. Notre action, c'est pour le droit du travail, pour un droit au travail pour chacun. Notre action, c'est que le travail nous permet de nous élever socialement, il structure notre vie en société, et c'est par là qu'on s'émancipe. Madame la ministre, nous avons comme objectif de lutter contre le chômage de masse, de sortir les décrocheurs de l'ornière dans laquelle ils sont tombés, de donner à ceux qui n'ont plus d'espoir une nouvelle espérance de trouver du travail. Alors, il y a des leviers pour ça. Le plan anti-pauvreté, il y a la possibilité d'emploi du plan d'investissement dans les compétences, il y a encore le futur projet de la finance. Madame la ministre, nous avons du travail. Pouvez-vous nous donner les moyens qui sont mis à disposition pour que chacun en trouve un ? La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sacha Houlié, oui, vous l'avez dit, la rentrée de l'apprentissage qui a eu lieu la première semaine de septembre m'a permis d'aller dans 5 régions françaises, voire 9 CFA, et constater les premiers effets de la loi pour l'avenir professionnel, la liberté de choisir son avenir professionnel en matière d'apprentissage. À tous les députés qui ont voté cette loi, je voudrais dire déjà qu'un début de changement culturel se voit. Nous avons eu cette année plus 45% de demandes vers l'apprentissage à la sortie de la 3e. Ça n'est jamais arrivé en France. Nous avons aujourd'hui des engagements de toute l'industrie de créer 40 000 places d'apprentissage, des chambres de métiers, la même chose, de nombreux domaines professionnels qui sont prêts à s'engager, sachant que nous n'aurons les compétences de demain que si nous les construisons ensemble. Et l'apprentissage est une des grandes voies en complément du statut scolaire pour le faire. Mais cet élan qui démarre sur l'apprentissage et qu'il faudra amplifier s'accompagne et s'intègre dans une politique et une stratégie plus large de lutte contre le chômage des masses. Et je voudrais insister sur un point. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de fatalité au chômage de masse en France. C'est important de se le dire, parce que nous sommes la 6e puissance économique du monde, mais nous sommes un des pays d'Europe qui a le taux de chômage, notamment des jeunes, les plus élevés. Alors quels sont nos leviers? Il y en a 4. Les ordonnances et la loi Pacte pour stimuler la croissance, la stratégie compétences qui est engagée. C'est toute la politique de lutte contre la pauvreté à travers l'insertion économique, les entreprises adaptées et tous les dispositifs d'inclusion vers l'emploi que nous développons. Et puis enfin, les règles de l'assurance chômage. Et nous sommes dans quelques jours avec les partenaires sociaux. Ils vont pouvoir commencer à négocier. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que oui, il n'y a pas de fatalité pour le chômage de masse. Mais si nous voulons que la valeur travail soit au centre de notre projet de société, nous devons dessiner ensemble l'avenir du travail. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel. La semaine où nous apprenons, comme une trahison à la communauté éducative, que près de la moitié des postes supprimés dans la fonction publique en 2019 le seront dans l'école de la République, nous voulons vous parler d'une autre réalité qui tranche avec l'autosatisfaction du ministre sur les conditions de la rentrée, la scolarisation des enfants handicapés. Dans mon département, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, la rentrée ne répond pas aux angoisses des familles, des enfants handicapés, ni à la détresse sociale des salariés formés, motivés par cette belle mission. Nous contestons vos chiffres car ils ne résistent pas aux nombreuses détresses constatées sur notre territoire. Comment répondre aux parents de Clément autistes scolarisés en 6e à Dieppe, sans AVS et sans PAC 10 ? Comment rassurer le jeune autiste scolarisé à Taute qui voit chaque jour son ancienne AVS s'occuper d'autres enfants ? Ce jeune régresse et montre des signes de stress aigus et inquiétants, tout comme Clara à Berneval-le-Grand. Comment enfin ne pas avoir le ventre noué devant les parents d'un enfant trisomique qui attend depuis février la notification MDPH? Alors oui, il y a des enfants sans AVS et des AVS sans emploi. Oui, la totalité des besoins ne sont pas couverts. Oui, de nombreuses familles sont sans réponse. Oui, les compagnons ont vu leur nombre d'heures divisé par 2 sans percevoir l'attestation assédique leur permettant de faire valoir leurs droits. Non, Madame la Ministre, les AESH ne gagnent pas 1 350 € par mois car ils sont le plus souvent à temps partiel imposé. Alors que ces dysfonctionnements se multiplient, alors que les MDPH sont asphyxiés, alors qu'une note du Premier ministre invite les préfets
à envisager que les RS prennent le relais de cette importante mission, ce qui veut dire Caen à la place de Rouen quand ça ne marche pas chez nous. Comment répondez-vous à cette réalité humaine insupportable? Allez-vous demander aux parents d'enfants handicapés de traverser la rue ou allez-vous prendre des mesures concrètes, conformes à la loi de 2005, permettant aux accompagnants de sortir de la précarité? Je vous remercie de votre... Merci, cher collègue. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je voudrais quand même préciser que plus de 340 000 élèves handicapés ont fait leur rentrée. Et pour la moitié d'entre eux, ils n'ont pas besoin d'accompagnants et ont pu poursuivre une scolarisation de qualité dans beaucoup de dispositifs qui ont été créés. Plus de 8 800 ULIS sur le territoire maillent 60% des collèges, 60% des lycées peuvent accueillir dans des ULIS. C'est plus de 253 ULIS. Alors oui, la moitié d'entre eux ont besoin d'être accompagnés. C'est vrai, les budgets ont été sanctuarisés, la rentrée a été anticipée, il y a encore des dysfonctionnements. Mais plutôt que de créer des angoisses pour les parents, je vous invite tous ici, Monsieur le député, je vous invite tous ici collégialement à répondre aux Madame la familles. ministre, s'il vous plaît. Je vous invite collégialement, tous les députés ici, à noter ce numéro de la cellule Aide Handicap École créée par le ministère. Le 0800 730 123, une cellule de l'éducation nationale. 80% des appels sont résolus dans les 24 heures, monsieur le député. Ça, c'est la réalité de terrain grâce à l'appui de l'inspection académique. Oui, nous avons encore des difficultés et je nie pas l'angoisse des parents. Je suis ici justement pour pouvoir les accompagner. Ils appellent, il s'est résolu dans les 20 cas. Plutôt que de sans arrêt faire peur aux familles, de dénigrer le travail des enseignants, collégialement, mettons-nous à résoudre ensemble les parcours de ces enfants handicapés qui ont toute leur place à l'école. Les recteurs ont été mobilisés, les inspections académiques. Nous sommes tous collégialement responsables de ce mouvement vers l'école et nous avons besoin de toutes les volontés. Et j'appelle les associations aussi qui font un travail remarquable d'accompagnement, de se mobiliser aussi pour nous aider. C'est un vrai mouvement. Le ministre Jean-Michel Blanquer est mobilisé avec moi pour que ce mouvement vers l'école soit une réussite. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Michèle Tabarot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À vrai dire, j'aurais aimé pouvoir interroger directement le Président de la République, car c'est lui qui, le 13 septembre dernier, a reconnu la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin en juin 1957. Ainsi, alors que des milliers de soldats de Pied-Noir et de harkis ont tragiquement disparu, il a décidé d'honorer un activiste de l'indépendance de l'Algérie. Quelle douleur pour tous ceux qui ont défendu notre pays au péril de leur vie. Si le président veut s'intéresser à l'histoire, il doit la regarder des deux côtés et arrêter de sélectionner entre les mémoires. Mais une nouvelle fois, il a choisi ceux qui se sont battus contre la France, comme il l'avait fait déjà à Alger en qualifiant la présence française de crime contre l'humanité. Jeudi dernier, le président n'a pas eu un mot pour les 25 000 soldats français morts durant cette guerre. Pas un mot non plus pour des milliers de Français d'Algérie disparus. Ce n'est pas leur génération qui avait colonisé ces terres. Ils étaient nés et vivaient paisiblement dans des départements français. Ils ont été abandonnés à leur triste sort. Ce fut le cas notamment le 5 juillet 1962. Des centaines de nos compatriotes ont été tués en une seule journée à Oran, comme le rappelle le récent documentaire de Georges-Marc Benamou. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Le président va-t-il enfin s'intéresser à toutes les souffrances et reconnaître aussi la responsabilité de l'État pour les Français d'Algérie, les harkis et les soldats disparus ou assassinés après les accords d'Évian? La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, le Président de la République a reconnu que Maurice Audin a été torturé, puis exécuté ou torturé à mort. Au-delà du cas de Maurice Audin,
dont la mémoire a été inlassablement défendue, notamment dans cet hémicycle par Cédric Villani et Sébastien Jumel. Ce qui est reconnu, c'est la part de responsabilité de la France dans l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie. Il était temps que la nation accomplisse un travail de vérité sur ce sujet, au seul regard de nos valeurs, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le président de la République fait le choix de la responsabilité et de la réconciliation, là où, il me semble, vous faites celui de la mise en concurrence des douleurs. Le chef de l'État a encouragé le travail historique sur tous les disparus de la guerre d'Algérie. Et il fera bientôt des annonces, en effet, fortes en faveur des harkis. La nation est et demeure reconnaissante envers tous ceux qui l'ont servi avec honneur, notamment entre 1962 et 1964, et c'est la raison pour laquelle nous leur accorderons dès 2019 la carte du combattant. Alors, un peu de responsabilité et un peu de respect pour nos forces, pour nos anciens combattants, pour l'ensemble des victimes de la guerre d'Algérie et leurs familles. Et pour eux, au moins, faites preuve d'un peu de dignité. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Christine Cloarec. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe ma collègue Claire Pitollat, s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, jeudi dernier, le Président de la République a dévoilé la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et porté un message clair : faire plus pour ceux qui en ont moins, replacer la personne au cœur de notre politique sociale. Un plan pauvreté qui s'articule autour de 5 axes : l'égalité des chances dès les premiers pas, la garantie au quotidien des droits fondamentaux des enfants, un parcours de formation assuré pour tous les jeunes, des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité, et l'investissement pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. En amont de ce plan, Monsieur le Premier ministre a confié une mission relative à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA à notre collègue Claire Pitollat et à Mathieu Klein, ainsi qu'une mission sur la juste prestation sociale que j'ai eu l'honneur de mener avec Julien Damon. À l'issue de nos travaux respectifs, nous avons partagé des constats et des propositions. Il nous faut, entre autres, lutter contre le non-recours aux prestations dû à la méconnaissance des dispositifs et à la complexité de notre système. Il nous faut aller vers et simplifier. Être plus contemporain. Le calcul des prestations doit correspondre à la situation de la personne au moment de la demande. Être plus réactif. Le premier versement des prestations doit être suivi d'un accompagnement dans le mois qui suit. Aujourd'hui, 50% des bénéficiaires du RSA ne sont toujours pas accompagnés au bout de 6 mois. Inciter à la coordination des dispositifs et au partage des données entre acteurs, mobiliser et associer accompagnants et accompagnés, allocataires et gestionnaires, développer l'idée du référent unique et la coordination des acteurs. Tout comme ces constats et propositions qui concernent les droits sociaux et l'investissement vers l'accompagnement vers l'emploi, pour l'accompagnement vers l'emploi, la large concertation conduite par le gouvernement et les parlementaires a permis l'élaboration de ce plan pauvreté dans son ensemble. Les 21 mesures qu'il comporte nécessitent désormais de construire ensemble l'État-providence du XXIe siècle et être suivi des faits. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur le calendrier et les modalités de mise en œuvre à venir? Je vous remercie. Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président Ferrand, Madame la députée Christine Cloarec. D'abord, avant de vous répondre, je voudrais vous remercier encore pour la qualité du rapport que vous avez écrit avec Julien Damon sur la juste prestation et qui nous a permis d'esquisser de nombreuses pistes. La réalité que vous décrivez est accablante, mais malheureusement pas nouvelle. Face à elle, les gouvernements de droite comme de gauche ont tous adopté la même stratégie curative, soigner, tenter de répondre a posteriori,
adoucir la pauvreté, ne traiter que les symptômes. Le résultat, la pauvreté est devenue un héritage familial. Les inégalités de destin se sont installées selon l'endroit où vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, l'école dans laquelle vous avez étudié, et votre sort est le plus souvent scellé. Aujourd'hui, le rapport de l'OCDE le montre, il faut 180 années à un enfant pauvre pour que ses descendants accèdent à la classe moyenne. 180 ans, c'est 6 générations. Ce constat, nous le refusons, nous refusons la fatalité sociale. Et comment agissons-nous? En attaquant les inégalités à la racine, en agissant contre ces inégalités de destin qui se sont installées et perdurent au fil du temps. Le cœur de notre combat, c'est la prévention de la pauvreté, et ce, dès la petite enfance. Mais comme l'invite à le faire votre rapport, notre stratégie vise également à en finir avec un système complexe, illisible. La stratégie sera mise en œuvre sur les 4 années à venir, avec des mesures engagées dès 2018 dans le PLF et le PLFSS. Pour les mesures qui le requièrent, une loi de cohésion et d'émancipation sociale sera portée par le gouvernement en 2019. Pour les mesures les plus complexes, comme l'allocation unique d'activité, la mise en œuvre pourra s'étaler jusqu'en 2022. Le cœur même des politiques sociales, ce n'est pas que les plus pauvres vivent un tout petit peu mieux dans la pauvreté, c'est qu'ils s'en sortent. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Cyril Isaac Sibyl. Merci. Permettez d'associer à ma question Madame Erika Barrette, co-rapporteure de la mission d'information parlementaire sur la prévention santé en faveur de la jeunesse. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame, le dieu grec de la médecine, Esculape, avait 2 filles, Igée, déesse de la prévention, et Panacée, déesse des soins. Le président de la République, après avoir présenté sa stratégie contre la pauvreté il y a 5 jours, a annoncé ce matin sa stratégie pour transformer notre système de santé. Stratégie au pluriel qui apporte une vision claire et donne une cohérence d'ensemble à la politique sociale et sanitaire de la majorité. C'est l'ordonnance de 1945, créant le système de la sécurité sociale sur le modèle bismarckien, qui a entériné la séparation des médecines curatives et préventives. Face à ce constat, il nous faut réconcilier Igée et Panacée en poussant encore plus loin ce décloisonnement et en venant au secours de 2 acteurs en difficulté de la médecine que j'appelle sociale, la PMI et la médecine scolaire. Madame, l'âge de l'instruction obligatoire ayant été abaissé de 6 à 3 ans, comptez-vous également abaisser l'âge de la visite médicale scolaire obligatoire à 3 ans pour agir le plus précocement possible? Face à la pénurie de médecins scolaires et PMI, souhaitez-vous étendre encore plus loin l'exercice médical mixte pour que les médecins exerçant en milieu médical ou hospitalier puissent venir consulter au sein des établissements scolaires et PMI? Enfin, afin de connaître l'effort budgétaire dévolu à la prévention, est-il envisagé dans le PLFSS 2019 d'établir un document de politique transversale, dit orange budgétaire, comme l'a à 2 reprises préconisé la Cour des comptes? Madame, je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Cyril Isaac Sibyl, d'abord, merci pour cette question qui me permet de saluer, là encore, la qualité du travail que vous avez accompli avec Erika Barrette sur la prévention santé en faveur de la jeunesse. Dans ce rapport, vous proposez des solutions pour la mise en œuvre pratique d'une politique de prévention ambitieuse permettant de réduire les inégalités de destin. Et nous en reprendrons de nombreuses, Monsieur le député, car vous avez raison. Plus les actions de prévention et de promotion de la santé interviennent tôt, plus elles sont efficaces. Et toutes les données disponibles montrent que les inégalités de santé se creusent avant 6 ans, voire pour certaines d'entre elles avant l'âge de 3 ans. Votre diagnostic s'inscrit avec justesse dans la stratégie de lutte contre la pauvreté dévoilée la semaine dernière par le Président de la République. Un des axes énoncés doit justement nous permettre de rompre avec la reproduction de la pauvreté par la prévention dès le plus jeune âge. Nous allons renforcer l'accompagnement et la prévention
qui sont assurées aujourd'hui par la protection maternelle et infantile notamment, à destination des publics les plus vulnérables. Comme vous nous l'invitez, nous allons également faire évoluer les missions des PMI et nous nous appuierons sur le travail que conduit actuellement Madame la députée Michèle Peyron. Enfin, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons ouvert hier le séminaire dédié au lancement du parcours santé, accueil, éducation des enfants âgés de 0 à 6 ans. Comme vous le recommandez, ce programme va renforcer la cohérence des actions du gouvernement en matière de prévention, bien au-delà des seuls acteurs du champ de la santé. Enfin, ainsi que vous le mentionnez, les crédits alloués sont épars, mais le gouvernement pourra fournir un rapport annuel transversal des moyens dédiés à la prévention. Monsieur le député, vous pouvez être assuré que le chantier est engagé et que nous allons maintenir le cap dans les mois et les années qui viennent. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratonnon. Monsieur le Premier ministre, c'est la main sur le cœur qu'Emmanuel Macron nous a promis d'éradiquer la pauvreté. Le compte n'y est pas et la pauvreté n'est pas près de disparaître. Par ses annonces, il devient l'artisan principal de l'apartheid social qui fait et fera des ravages dans notre société. Elle déstabilise des millions de vies, ronge nos familles, tue dans l'indifférence. Le président des riches confirme qu'il est aussi le président anti-pauvre. Excuse-moi, mais ça passe pas. Je peux prendre le passe. Non, mais ça passe pas. Non, je m'arrête, j'ai plus de voix. Non, c'est cassé. Bien, écoutez, nous allons passer à la question suivante. Quand on fait 22 heures d'avion pour être ici. Bien sûr. Oui. Bien sûr. On donnera la parole après. Mon cher collègue, si vous pouvez trouver le moyen de retrouver la voix, je vous redonnerai la parole tout à l'heure pour poser votre question. La parole est à Monsieur Thomas Mesnier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, comme vous, il y a un peu plus d'un an, j'étais encore médecin à l'hôpital public. Comme vous, j'ai vécu de près le gâchis humain, tous ces rêves brisés de jeunes voulant devenir médecins face au numerus clausus, parce qu'on pensait qu'avec moins de médecins, il y aurait moins de malades. Comme vous, je sais la réalité des difficultés d'accès aux soins pour nos concitoyens quand ils en ont le plus besoin. La difficulté aussi des professionnels souvent isolés pour répondre à ces demandes. J'ai vécu de l'intérieur la réalité des services d'urgence qui, dans ce contexte, sont souvent la seule solution. Comme vous, je sais le dévouement des professionnels de santé au quotidien pour tenir à eux seuls notre système de santé à bout de souffle. À bout de souffle, faute de réformes d'ampleur depuis 1958, à une époque où nous étions moins nombreux, où on vivait moins longtemps et où l'enjeu était de soigner des maladies infectieuses aiguës. La médecine a progressé, la population a vieilli, les pathologies chroniques se sont développées, notre système n'a pas su évoluer, de plus en plus hospitalier, de plus en plus centralisé. Madame la Ministre, le diagnostic de notre système de santé est unanimement partagé. Il nous faut le réinventer. Ce n'est pas aux Français de s'adapter au système, mais au système de s'adapter aux Français. Nous avons besoin de plus de temps médical, de plus de proximité. Le président de la République a annoncé ce matin un grand plan santé pour prendre soin de chacun. Pouvez-vous, Madame la Ministre, revenir devant la représentation nationale sur les axes majeurs de cette réforme et leur mise en œuvre dans le quotidien des Français? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Thomas Mesnier, effectivement, le constat est largement partagé. Notre système de santé est de grande qualité, mais il a besoin d'un second souffle. Aujourd'hui, ni les patients qui n'arrivent pas à accéder rapidement à une médecine de qualité près de chez eux, ni les professionnels de santé qui manquent de temps pour exercer convenablement leur métier ne peuvent se satisfaire de la situation.
Notre système de santé ne nous permet pas de faire face aux évolutions démographiques, techniques, et nous en décelons chaque jour les fragilités. Le plan qui a été présenté ce matin doit répondre aux rigidités d'organisation qui entravent notre système de soins. Le plan que nous avons présenté aujourd'hui repense entièrement le système de santé avec pour seule exigence remettre le patient au centre pour garantir à chacun des Français un accès à des soins pertinents et de qualité. Nous avons pris 3 orientations. D'abord, améliorer la qualité des prises en charge pour tous et sur tous les territoires. Deuxièmement, créer un collectif de soins au service des patients et redonner aux professionnels en exercice du temps pour soigner. Troisièmement, adapter les métiers et les formations aux enjeux de demain. C'est ce que nous faisons avec la suppression du numerus clausus, le décloisonnement des études de santé et une meilleure reconnaissance des parcours. Il n'y a pas de solution sectorielle, pas de solution catégorielle, pas de recette miracle. L'amélioration de notre système de soins doit passer par un plan d'ensemble ambitieux, pensé, partagé par les acteurs et les professionnels. Ce seront au total 3,4 milliards d'euros qui seront consacrés dans les 4 ans à ce plan, dont près de 1 milliard d'euros en faveur de l'investissement hospitalier. Ce n'est pas en essayant de colmater les brèches que nous allons réussir, mais bien en traitant les fragilités à la racine, la médecine de ville et l'hôpital, le privé et le public. Je vous remercie. La parole est à Madame Béatrice Descamps. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Cluzel. Madame la Ministre, il y a 2 semaines, la plupart des écoliers, collégiens et lycéens français ont repris le chemin de l'école. Parmi eux, vous l'avez dit tout à l'heure, près de 341 000 élèves sont en situation de handicap, soit 20 000 de plus qu'en 2007. Cette hausse constante s'inscrit pleinement dans le cadre de la loi 2005, qui a permis des avancées majeures dans la politique de la scolarisation de ces élèves. Aujourd'hui, 175 000 d'entre eux peuvent bénéficier d'une aide humaine. Vous avez, Madame la Ministre, avec Monsieur Blanquer, préparé la rentrée en créant des postes supplémentaires d'AVS ou d'AESH et en portant un regard attentif aux classes d'Ulysse. Vous expérimenterez aussi des pôles inclusifs localisés dans chaque académie au cours de cette année scolaire pour une nouvelle vision allant vers une prise en charge globale dans un projet collectif, ce qui me paraît particulièrement bien pensé. Toutefois, cela a été dit tout à l'heure, nous savons qu'aujourd'hui des difficultés demeurent. Des familles et des enfants restent toujours dans l'attente de l'arrivée de l'accompagnant, pourtant notifiés, certains d'entre eux n'ayant pu à ce jour passer la grille de l'école, et ce malgré la cellule aide handicap école que vous avez mise en place. La France a fait un choix honorable, celui d'aider et d'adapter les besoins éducatifs pour les élèves en situation de handicap. Pourriez-vous, Madame la Ministre, rassurer pour aujourd'hui et pour demain ces familles et ces jeunes particulièrement inquiets? Merci, Madame. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, de votre question qui me permet de compléter ma réponse. Oui, cette école inclusive, ce n'est pas l'école de demain, c'est déjà l'école d'aujourd'hui. Il nous faut la transformer, c'est une vraie transformation. Il nous faut déplacer le centre de gravité du médico-social où des professionnels connaissent bien les besoins éducatifs particuliers des élèves, hors des établissements, dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est déjà une réalité. J'étais mardi dernier au lycée de la Bourdonnière à Nantes où depuis 30 ans, des élèves avec des besoins éducatifs particuliers et médicaux vivent une scolarité totalement ordinaire au milieu des autres. Ce chemin, c'est celui que nous poursuivons avec Jean-Michel Blanquer. Nous lançons une concertation parce que nous voulons réussir ce processus et améliorer qualitativement le parcours scolaire. Aujourd'hui, nous devons absolument accompagner les enseignants sur les adaptations pédagogiques possibles. Nous développerons une plateforme numérique de ressources pour que justement les adaptations soient au plus près. Nous formons la communauté éducative dans son ensemble. Donc c'est une école différente, une école qu'il nous faut travailler aussi avec les collectivités locales, car nous aurons besoin aussi de plus de place si nous voulons déplacer les plateaux techniques dans les écoles. Nous devons avoir plus qu'un seul fronton pour rentrer tous ensemble, que les fratries, enfants handicapés ou pas, rentrent ensemble dans l'école de la République. C'est cette école que nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer. Elle est encore à construire et c'est pour ça que nous avons besoin de tous,
notamment des collectivités locales, je l'ai dit, mais surtout des associations. Nous y travaillons avec Jean-Michel Blanquer et nous devons aussi améliorer, déprécariser financièrement les accompagnants qui font un boulot remarquable et nous travaillons sur l'harmonisation des deuxièmes temps employeurs possibles. Donc nous sommes tous mobilisés, conjointement le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, car nous parlons de parcours vers l'enseignement supérieur, pour que cette école inclusive soit une vraie réalité dès demain. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Fanette Charvier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Après son rejet lors de son premier passage devant les eurodéputés le 5 juillet dernier, une version légèrement remaniée du projet de directive européenne sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique a été finalement adoptée par le Parlement européen mercredi dernier à une large majorité. Madame la ministre, je tiens à saluer votre action et celle de vos équipes afin de mobiliser les milieux culturels et convaincre nos partenaires européens, faisant de la France le principal fer de lance de cette adoption. Même s'il ne règle pas tout et que nous aurions pu espérer qu'il aille plus loin sur certains aspects, nous devons nous réjouir du vote d'un tel texte et de ses impacts en faveur des industries culturelles et des médias européens. Il était de notre devoir de protéger les professionnels du secteur face notamment aux géants du numérique. Il était également question de protéger notre diversité culturelle et notre souveraineté. En mai dernier, l'Assemblée nationale était saisie d'une proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne. Si nous étions convaincus de la nécessité d'instaurer un tel droit dans un secteur aujourd'hui en pleine mutation, le groupe La République En Marche avait décidé de vous soutenir et de repousser ce texte afin de ne pas interférer dans l'initiative européenne. D'aucuns nous prédisaient alors un report sine die de la directive. Aujourd'hui, ce vote favorable au Parlement européen vient démontrer le bien-fondé de la stratégie qui a été suivie. Si l'adoption par le Parlement européen est un acte important, il ne s'agit là que d'une étape. Un certain nombre de mois et d'intenses tractations sont donc encore nécessaires. Madame la ministre, pourriez-vous nous présenter les grandes avancées contenues dans ce projet de directive et nous indiquer à quelle échéance cette protection du droit d'auteur pourrait devenir effective dans les États membres? La parole est à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fanette Charvier, évidemment, je me réjouis du vote du Parlement européen en faveur de la directive droit d'auteur votée la semaine dernière. Le gouvernement s'est mobilisé sans relâche. J'étais moi-même à Strasbourg la veille du vote. Cette directive, c'est une avancée majeure qui permettra de renforcer la capacité des créateurs et éditeurs de contenu à être rémunérés lorsque les plateformes utilisent leurs œuvres et leurs contenus, et ce, dans le respect des droits et libertés des utilisateurs d'Internet. La création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse permettra d'assurer une meilleure rémunération lors de la reproduction en ligne de leurs articles. Une responsabilisation accrue des plateformes garantira un meilleur partage de la valeur liée à la diffusion des œuvres en ligne au bénéfice des créateurs. Enfin, le texte consacre droit à une rémunération juste et proportionnelle des créateurs. Ce vote n'aurait pas été possible sans l'élan formidable et solidaire des créateurs et des éditeurs pour la diversité culturelle en Europe. Et protéger les créateurs à l'heure du numérique, c'est aussi garantir aux utilisateurs d'Internet toujours plus de diversité et de richesse dans les contenus culturels. Les discussions entre le Parlement, le Conseil et la Commission vont désormais débuter. La France sera pleinement engagée afin que la suite des négociations consacre des solutions équilibrées au bénéfice du public, des créateurs et du pluralisme de la presse. Je souhaite que la transposition de la directive intervienne le plus rapidement possible après l'adoption définitive du texte. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre.
c'est la main sur le cœur qu'Emmanuel Macron nous a promis d'éradiquer la pauvreté. Le compte n'y est pas et la pauvreté n'est pas près de disparaître. Par ces annonces, il devient l'artisan principal de l'apartheid social qui fait et fera des ravages dans notre société. Elle déstabilise des millions de vies, ronge nos familles, tue dans l'indifférence. Le président des riches confirme qu'il est aussi le président anti-pauvre. Son revenu universel d'activité qui maintiendra les pauvres dans la précarité. Son service public d'insertion alors qu'il rabote le service public. Sa promesse d'insertion par l'activité économique alors qu'il brise l'activité économique en disloquant le pouvoir d'achat. Rien pour la gratuité des cantines, rien pour l'emploi des jeunes, rien pour l'accès à la santé, rien pour nos artisans, commerçants, agriculteurs, rien pour le million de travailleurs pauvres, rien pour nos retraités. Pas un mot, pas un regard pour les millions, pour les Outre-mer, durement frappés. Alors ma question, Monsieur le Premier ministre, allez-vous continuer à faire confiance au président Macron ou allez-vous démissionner pour traverser la rue et trouver un autre emploi? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Monsieur le député Jean-Hugues Grattenon, je suis heureuse que vous ayez retrouvé la voix. Ça me permet de vous répondre. Effectivement, vous n'avez aucun intérêt à ce que nous arrivions à résoudre la pauvreté dans ce pays, car vous en vivez, vous vous en nourrissez. Vous n'avez pas lu ce plan. Vous n'avez pas lu ce plan. Ce plan, c'est pour donner à chacun la dignité, les chances de s'en sortir. Ce plan, c'est un plan qui lutte contre les inégalités à la racine, dès l'enfance. Il s'occupe des crèches, il s'occupe de l'éducation, il prend en compte les besoins de santé fondamentaux des enfants. Il s'occupe des enfants décrocheurs. On écoute la réponse, s'il vous plaît. Écoutez la ministre. Il permet à chacun de trouver un emploi, une réinsertion dans la vie professionnelle grâce à un service public de l'insertion. Il va permettre l'accès aux droits fondamentaux et aux allocations grâce à un revenu universel d'activité, ce qui va permettre d'éviter le non-recours. Monsieur le député Grattenon, je vous demande de venir me voir au ministère. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce plan. Vous ne pouvez pas transmettre de fausses informations à nos concitoyens. C'est un plan ambitieux, c'est un plan nouveau, c'est un plan qui donne la chance à chacun de s'en sortir. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.